À un moment donné, en 2025, un jeune de 17 ans a parlé à l'un de ses cousins et lui a dit sans détour, la voix brisée, « Mathias en a tué un autre ». Mathias était le nom de son oncle, avec qui il vivait depuis des années, après avoir perdu toute famille. L'autre resta stupéfait devant une telle affirmation. Il savait que ce Mathias avait une mauvaise réputation, mais dire qu'il avait tué quelqu'un lui semblait exagéré. Du moins, jusqu'à ce qu'il se rende à l'adresse en question et qu'il tombe sur une scène digne d'un film d'horreur. L'odeur était nauséabonde et les murs étaient tachés de rouge. Au milieu de ce spectacle dantesque, Mathias apparut et les yeux exorbités lui sourit. Alors il a dit quelque chose que l'autre n'a pas pu se sortir de la tête. « Viens, si tu veux voir une personne morte, viens, entre, mais ne nous précipitons pas. » Ces dernières années, le true crime est devenu très populaire, ce qui a fait proliférer le contenu qui parle de cruels tueurs en série. Avec cette consigne des grandes maisons de production aux petits créateurs, tous ont passé des heures à raconter l'histoire des humains les plus cruels de la Terre. Ces histoires relatent souvent des événements passés avec des monstres déjà morts ou en train de purger leur peine. Cependant, s'il y a autant d'histoires de tueurs, c'est parce qu'ils ont toujours existé et qu'ils continuent toujours d'exister. Cette histoire se passe actuellement en Argentine. Que s'est-il produit dans un modeste village de Jujuy? Comment tout cela a-t-il été révélé? Quel était le mode opératoire de l'agresseur? Combien de victimes lui sont attribuées? Quelles enquêtes ont été menées et lesquelles sont prévues prochainement? Quelle est sa situation judiciaire? A-t-il déjà été emprisonné auparavant? Pourquoi? Pour répondre à ces questions, nous allons explorer les recoins les plus sombres du tueur en série de Jujuy. Avant de continuer, nous tenons à souligner que cette affaire est en cours en ce moment même. Il se peut donc que de nouvelles informations apparaissent qui complètent ou même contredisent ce que l'on sait jusqu'à présent. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez suivre les nouveautés, écrivez tueur en série en commentaire. Et maintenant, commençons. Alto Comedero est un vaste quartier de San Salvador de Jujuy, traversé par des rues en terre et un asphalte irrégulier où se mêlent des constructions modestes et des terrains vagues. C'est là que, pendant des années, Mathias Jurado, un homme d'environ 37 ans, se déplaçait comme une présence gênante, presque intimidante pour une grande partie des habitants du quartier. Il n'était pas un inconnu, on l'appelait El Machetero. Ce surnom ne venait pas par hasard. Il était courant de le voir avec des machettes, des couteaux ou des outils similaires, même lorsqu'il n'y avait apparemment aucune raison. D'après plusieurs témoignages, il avait menacé plus d'une personne avec ces mêmes objets. Certains racontent qu'il s'approchait trop près, qu'il se penchait vers le visage des gens en les fixant du regard, et qu'il avait l'habitude de murmurer ou de crier des phrases souvent incohérentes mais pleines de violence. Avec le temps, certains voisins ont développé des routines pour éviter de le croiser. Ils changeaient de trottoir, accéléraient le pas ou attendaient carrément qu'il disparaisse de la rue avant de sortir. D'autres, en revanche, optaient pour la prudence du silence. Ils ne disaient rien, ne dénonçaient rien et faisaient comme si de rien n'était. La maison de Mathias, située dans une zone de passage étroit, avait un aspect négligé. On pouvait apercevoir une cour à l'arrière, entourée de murs qui empêchèrent de voir ce qui se passait à l'intérieur, et une façade où s'entassaient parfois de vieux objets, des outils et des déchets. Avec le temps, certains récits se sont répétés. Des jurés transportant de lourds sacs noirs, poussant une brouette chargée vers des destinations inconnues ou allumant des feux de camp qui duraient des heures. Ces détails, qui semblaient à l'époque de simples bizarreries, ont pris un poids sinistre lorsque l'enquête policière a révélé ce qui allait plus tard être connu sous le nom de la Maison de l'Horreur. À ce moment-là, cependant, Alto Comedero était un endroit coincé entre la routine d'un quartier ouvrier et une tension latente, invisible pour ceux qui ignoraient ses couloirs et codes. Jurado, avec sa démarche lente et son attitude imprévisible, faisait à sa manière partie de cet écosystème. Un voisin de plus, un que beaucoup préféraient ne pas regarder dans les yeux. Un voisin dont ils allaient bientôt découvrir le côté le plus pervers. La disparition d'Anna Schur
Jorge Omar Anachouri était un homme de 68 ans en situation de rue qui un jour a disparu. La famille, habituée à ces rythmes irréguliers, a mis plusieurs jours avant de s'inquiéter. Mais lorsque les heures se sont transformées en jours et les jours en quelques semaines sans nouvelles, ils ont décidé de s'adresser à la police. C'est alors que l'enquête a commencé à relier les fils. En retraçant ses derniers mouvements, on a pu savoir que le 25 juillet, la vie de Jorge est entrée dans un point de non-retour. Cet après-midi-là, les caméras de sécurité d'une pharmacie de San Salvador de Jujuy ont capté une scène apparemment banale. Deux hommes marchaient ensemble, conversant à un rythme tranquille. L'un d'eux était Jorge, l'autre Mathias Jurado. L'enregistrement de seulement quelques secondes est ensuite devenu un élément clé pour les enquêteurs. Non seulement il montrait qu'Anachouri était avec Jurado ce jour-là, mais quelques minutes plus tard, ils sont tous les deux montés dans un taxi. Le véhicule a été enregistré sur les images, et grâce à cet indice, la police a pu retrouver le conducteur. Le chauffeur en question a déclaré que le trajet s'est déroulé dans le silence, sans dispute ni signe de tension. L'homme a également affirmé se souvenir de l'adresse exacte où il les avait déposés. Et où était-ce? Oui, à Alto Comedero, près de la maison de Jurado. Ce détail s'est avéré déterminant pour établir la dernière localisation connue d'Anachouri. Après ce moment-là, il n'y a plus aucune trace publique de lui. Il n'a été vu ni dans les cantines communautaires où il mangeait parfois, ni sur les places où il dormait, ni dans les rues du centre-ville, qu'il connaissait par cœur. Il s'était volatilisé. Ce qui au début semblait être un cas isolé, révéla bientôt un schéma bien plus inquiétant. Anachouri n'était pas le seul à avoir été vu pour la dernière fois avec Jurado. Et cette coïncidence, ajoutée aux rumeurs persistantes du quartier, commença à dessiner le cadre d'une histoire bien plus sombre. La maison de l'horreur, là. La perquisition chez Mathias Jurado à Alto Comedero n'était pas une opération ordinaire. La police est arrivée munie d'un mandat judiciaire, de voitures de patrouille et du personnel de la police scientifique, accompagné de témoins civils, comme l'exige le protocole. Ce qu'ils ont découvert en franchissant le seuil allait bientôt transformer cette adresse en l'une des scènes les plus troublantes dont la province se souvienne. À première vue, la maison était en désordre avec de vieux meubles et des objets empilés sans logique. Mais ce n'est pas le désordre qui a arrêté les experts. Dans plusieurs pièces, dans la cour, des éléments ont commencé à apparaître qui ne correspondaient pas à une vie quotidienne normale. Machettes, scies, pioches, vêtements avec des taches sombres, récipients contenant des liquides suspects et restes calcinés. Il y avait aussi des chiens dont les gamelles montrèrent des restes où l'on distinguait de la peau et des poils. Au fond de la propriété, la terre avait été remuée par endroits. Là, sous une couche de calme, de poussière et de charbon, les experts ont trouvé des fragments d'os et d'autres morceaux de peau humaine. Certains étaient partiellement brûlés, d'autres enterrés à faible profondeur. L'odeur du lieu était forte, mêlant vieille fumée et matière organique décomposée. Pendant ce temps, dans une pièce latérale, il y avait des sacs noirs fermés, lourds. Leur contenu était couvert de terre et de suie et nécessitait une analyse médico-légale. À côté des sacs, des vêtements épars étaient empilés, certains déchirés, d'autres tachés de ce qui semblait être du sang séché. Mais la découverte ne s'est pas arrêtée. À quelques mètres de là, près d'un ruisseau connu sous le nom de Las Martas, le personnel de recherche a retrouvé d'autres restes dans des sacs similaires à ceux trouvés dans la maison. Cela a amené les enquêteurs à soupçonner que Jurado ne se limitait pas à une seule méthode de disposition, mais qu'il combinait les enterrements et l'abandon dans des zones périphériques. Les images des experts en train de recueillir des preuves ont rapidement fuité dans les médias et la presse a commencé à parler de la maison de l'horreur. Des voisins qui auparavant se taisaient ont commencé à se rappeler la fumée épaisse qu'ils voyaient sortir de cette maison la nuit. L'odeur étrange, les sacs transportés à la brouette et les longues machettes que Mathias portait sur ses épaules. Ce qui n'était jusque-là que des anecdotes inquiétantes s'est transformé en pièce d'un puzzle sinistre. La perquisition n'a pas seulement renforcé l'inculpation de Jurado pour l'homicide d'Anachouri, mais elle a aussi ouvert la porte à une enquête sur sa possible implication dans la disparition d'autres hommes. Tous étaient en situation de vulnérabilité, et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Des choses arrivent quand on gouverne.
Si l'enquête a pris un tournant décisif, c'est grâce au témoignage d'un adolescent de seulement 16 ans, neveu de Mathias Jurado, qui vivait avec lui dans la même maison à Alto Comedero. Le regard de ce jeune, marqué par la peur et le traumatisme, a apporté de la lumière sur les zones d'ombre qui, jusque-là, n'existaient qu'à travers des rumeurs. Dans la salle Gesell, supervisée par des psychologues légistes, le garçon a livré des détails glaçants. Il a raconté que chaque vendredi, sans exception, son oncle amenait des hommes à la maison. Ce n'étaient pas des invités ordinaires, ni des visites sociales. C'étaient des personnes qui arrivaient avec un prétexte, parfois pour boire ou faire de petits travaux, mais qui ensuite disparaissaient pour ne plus jamais être revus. Le jeune homme a décrit qu'il entendait des cris et des bruits violents venant de la maison. Ces nuits-là, il a évoqué comment son oncle utilisait des machettes et d'autres outils pour attaquer ces gens. Et il a raconté que les corps, une fois sans vie, étaient démembrés. Il a déclaré que Jurado brûlait des parties de cadavres dans la cour, puis enterrait ou brûlait les restes dans des sacs. Le témoignage a aussi révélé la terreur ressentie par l'adolescent. Il a tenté plusieurs fois de fuir ou de demander de l'aide, mais la peur et l'incertitude le retenaient. À un moment donné, il a avoué avoir essayé d'avertir un cousin de ce qui se passait en disant « Hier soir, Mathias en a tué un autre ». Au début, ce jeune homme de 18 ans ne l'a pas cru, mais ensuite, devant l'insistance de l'autre, il a décidé de l'accompagner un vendredi jusqu'à sa propriété. C'est alors qu'il a vu Mathias au centre d'une situation plus que désagréable. Il y avait tellement de sang que le jeune homme, pris de nausées, s'est enfui en courant. Les paroles du neveu n'étaient pas seulement bouleversantes par leur contenu, mais aussi parce qu'elles confirmaient les craintes des enquêteurs. Ce récit a décrit un schéma de violence, un traitement systématique qui se produisait régulièrement avec une fréquence marquée par un jour précis de la semaine. Sa déclaration s'est avérée fondamentale pour étayer l'accusation formelle contre Jurado. Cependant, elle a également soulevé des questions sur la vulnérabilité des victimes et l'invisibilité sociale qui a permis à ces faits de rester cachés pendant si longtemps. Davantage d'enquêtes. Pendant que l'affaire judiciaire prenait forme devant les tribunaux de Jujuy, l'enquête policière ne cessait pas. L'équipe de criminalistique, accompagnée de spécialistes médico-légaux et d'experts de différents domaines, a intensifié la recherche de preuves confirmant l'ampleur des crimes. L'une des actions les plus remarquables a été l'intégration de chiens spécialisés dans la recherche de restes humains venus de Catamarca. Ces chiens ont même fouillé des décharges, des dépôts d'ordures et des zones périphériques. Surtout. La victime a été la police de Jujuy qui s'est rendue chez Jurado. C'était la seule, c'est la police qui est allée à la maison de Jurado. Parallèlement, des membres des familles des victimes potentielles ont été convoqués pour identifier les vêtements retrouvés dans la maison de Jurado. Ces vêtements étaient tachés de sang séché et pourraient fournir des indices pour l'identification grâce à des analyses acides désoxyribonucléiques. Ces expertises sont fondamentales pour construire un dossier solide et confirmer le lien entre les victimes. Et le logiciel? L'affaire de Mathias Jurado a également nécessité l'intervention de l'équipe argentine d'anthropologie médico-légale. Cette équipe, dans les années 80, a activement identifié les victimes de la dernière dictature militaire et qui, en 2025, a identifié le jeune homme décédé il y a 30 ans dans un chalet adjacent à la maison où habitait le musicien Gustavo Cerati à Buenos Aires. Un reportage sur cette affaire est disponible sur cette chaîne. Lors d'une audience au tribunal local, l'une a reconnu l'inculpation et ordonné une détention préventive de 4 mois. Durant cette période, des progrès sont attendus dans les expertises et la collecte de nouvelles preuves. La défense de Jurado s'est montrée prudente et a affirmé l'innocence de son client, niant tout lien direct avec les preuves trouvées et soutenant que les accusations manquent de fondements solides. À Jujuy, l'attention médicale et sociale accordée à l'affaire a mis en évidence des défaillances antérieures dans la protection des secteurs les plus vulnérables. Mais ce n'est pas tout. On a également appris que Jurado traîne 3 condamnations pour vol aggravé et une détention préventive pour homicide, alors qu'il était mineur, dont il a ensuite été acquitté. En plus, il fait face à plusieurs plaintes pour blessures et violences familiales. Depuis 2021, il était en liberté conditionnelle, après une menace armée lors d'un vol.
C'est un autre exemple où la négligence en santé mentale a eu des conséquences irréversibles. Personne n'a réalisé à quel point il était dangereux, Jurado. Il est probable que si les autorités avaient suivi son cas de plus près, l'homme n'aurait pas eu la possibilité de continuer à tuer. Mais il l'a fait. Et tandis qu'aujourd'hui, il se trouve isolé dans la prison de Gority, les enquêteurs tentent de découvrir combien de vies humaines cette négligence a coûté.